Merci Heinz Wiesmann. Merci aussi à Madame Deussen de nous accueillir si généreusement à la Maison Heine. Je remercie François Rastier, le principal initiateur de cette journée. Je me réjouis enfin que l'Université européenne de la recherche marque symboliquement la reprise de ses activités philosophiques avec cette journée. Cette université fondée en 1986 par Jean-Pierre Faye, sous le haut patronage notamment de Heinz Wiesmann. Aujourd'hui, mon propos s'intitulera finalement, j'introduirai un troisième personnage dans le non-débat, Philosophie et Weltanschauung, Cassirer, Heidegger et Cavaillès à Davos. Le concept de Weltanschauung chez Heidegger dans les années 1920 est encore peu étudié. Je n'aurai le temps d'exposer qu'une petite partie de ce qu'il y aurait à dire sur ce sujet, mais là aussi, ce sera un élément pour la discussion d'aujourd'hui. Peu de confrontations intellectuelles dans le champ philosophique au XXe siècle ont fait l'objet d'autant de commentaires et d'interprétations que la rencontre entre Cassirer et Heidegger en avril 1929 à Davos. Pourquoi, dans ce cas, revenir aujourd'hui sur cette confrontation historique? Nous savons que la rencontre a fait l'objet d'une légende tenace qui continue de nos jours à être colportée, celle d'une sorte de combat ou même de match. Récemment, à l'Institut Goethe, Alain Legros parlait d'un match de boxe qui se serait terminé par chaos. Un match d'où Heidegger serait sorti vainqueur, selon l'avis unanime des participants de la jeune génération. Est-il nécessaire, près d'un siècle plus tard, de contribuer à dissiper de telles légendes? Oui, sans doute, si à cette occasion, nous pouvons remettre en lumière quelques sources majeures et pourtant un peu oubliées. Il en est ainsi du témoignage de Jean Cavaillès, presque toujours passé sous silence, alors que Cavaillès a su voir et dire que l'interprétation heideggerienne de Kant ne tenait pas la route. Alors, après avoir restitué assez longuement le propos de Heidegger sur Kant, Cavaillès note, non sans ironie, que dans cette interprétation, je cite, Kant se trouvait par avance défendre des thèses fondamentales de la philosophie heideggerienne. En outre, ajoute-t-il, se trouvent éliminées les notions directrices de la métaphysique occidentale, esprit, logos, raison. La restitution de l'interprétation heideggerienne de Kant se conclut donc sur une critique explicite. Cavaillès évoque, je cite, un effort pour retrouver chez Kant une inspiration dont on peut se demander si elle y a bien vraiment régné et qui, poursuit-il, dans sa forme actuelle au moins, semble conduire à des résultats opposés à ceux auxquels aboutissait Kant. On ne peut affirmer plus nettement que Heidegger projette dans la pensée kantienne ses propres thèses, ses propres positions, que celles-ci vont en outre à l'opposé de la pensée de l'auteur de la critique de la raison pure, et par conséquent que son interprétation ne saurait convaincre un esprit suffisamment familier de la philosophie kantienne. Cavaillès affirme également que, loin de contribuer à la refondation de la métaphysique, l'auteur des traitants a bel et bien entrepris d'éliminer, Cavaillès traduit ainsi le Zerstörung heideggerien, d'éliminer les notions directrices de la métaphysique occidentale. Il semble donc que si l'on avait davantage tenu compte de cette critique de Cavaillès, dont je rappellerai tout à l'heure les circonstances, il aurait été moins aisément facile de considérer cette interprétation de Heidegger comme effectuant, je reprends les termes de Cavaillès, la réduction de la pure sensibilité, du pur entendement, voire même de la raison pratique et théorétique à l'imagination. De considérer cette interprétation comme un renouvellement majeur dans la compréhension de la critique de la raison pure. Et de fait, tandis que Kant procède à une critique de l'usage pur de la raison, Heidegger, lui, opère la destruction, le dynamitage et la Sprengung. Il emploie le verbe sprengen, que reprendra
Hannah Arendt dans une lettre à Adolf Sternberger d'août 1949 à propos de la lettre sur l'humanisme. Ce mot va courir de 29 à 49 dans l'environnement heideggerien, l'Sprengung de la pensée rationnelle. Et pas seulement la raison des modernes, mais aussi, comme le dit Heidegger dans ses conférences, le logos. Alors, lors de l'Arbeitsgemeinschaft réunissant les deux auteurs, Cassirer déplace rapidement la discussion autour de Kant, de la première à la deuxième critique, du statut de l'imagination productrice à la percée vers l'intelligible qui s'effectue dans l'éthique. C'est bien là, affirme-t-il, le moment métaphysique décisif. Phrase importante puisque on fait souvent de Heidegger un peu vite le défenseur de la métaphysique à Davos. Non, ici c'est Cassirer qui défend le moment métaphysique décisif dans l'itinéraire philosophique d'Emmanuel Kant. Il est donc intéressant, je le ferai rapidement, mais de comparer peut-être sur ces points deux des interprétations les plus contrastées. D'une part, l'éditeur, en 1972, de la traduction française de l'Arbeitsgemeinschaft, Pierre Aubinck, dont on rappelle que l'édition a été mise au pilon à la demande des ayants droit. Aubinck, dans son commentaire tout heideggerien qui accompagne son édition des documents de Davos, pense donner raison à Heidegger sur la question de la finitude du Dasein dans une longue note où il ne discerne pas exactement que Cassirer parle, après Kant lui-même, de la loi morale elle-même dont le principe inclut même l'être infini, et non pas de la forme d'obligation, de dépendance, de contrainte, de l'impératif pour un être raisonnable et fini. Au contraire, 3 décennies plus tard, le commentaire d'Enno Rudolph, dans ce colloque de 2002, publié chez Meiner, qui est vraiment un jalon important dans lequel, me semble-t-il, s'inscrit notre journée. C'était 70 ans après la dispute de Davos, nous sommes 90 ans. Enno Rudolph montre comment, d'un côté, Heidegger s'efforce d'utiliser Kant pour légitimer ce qu'il nomme le projet d'une ontologie de la finitude ésotérique du Dasein humain. Cet ésotérique recoupe, me semble-t-il, assez bien ce que Heinz Wiesmann indiquait comme le difficilement compréhensible parfois dans le cercle où se meut le propos de Heidegger. Cassirer, au contraire, suit correctement la percée vers l'infini que l'on retrouve chez Kant dans la philosophie pratique de la liberté, et pour autant, comme l'observe pertinemment Enno Rudolph, qui est aussi un fin connaisseur de la Renaissance, de la philosophie de la Renaissance, le concept cassirerien de Davos, celui de l'infinité immanente, apparaît plus proche de la Renaissance Rudolph dit italienne, on peut peut-être dire aussi européenne, de la Renaissance italienne que de l'Aufklärung kantienne. On ne peut certes pas dire que Cassirer instrumentalise Kant en vue de sa destruction, comme on le voit avec Heidegger. Mais le fait est, pour reprendre les termes d'Enno Rudolph, qu'en projetant la doctrine kantienne de la spontanéité de l'entendement au sens théorétique dans la liberté pratique, Cassirer trace un autre chemin philosophique que Kant, plus en phase avec la conception poétique de l'autocréation de l'être humain, précisément dans la philosophie de la Renaissance. Il ne s'agit pas seulement donc, de la Renaissance italienne, je pense aussi à la conception de l'homme sui calotechnius et opifex, que l'on trouve dans le livre du sage de Charles de Beauvelle, que précisément Cassirer va contribuer à faire redécouvrir. Et je pense qu'il est important de penser en 29 à Cassirer non seulement comme l'auteur de la philosophie des formes symboliques, mais aussi comme l'auteur de celui que j'ai toujours présenté à mes étudiants comme le grand livre de 1927,
individu et cosmos dans la philosophie de la Renaissance, que Cassirer et Klebanski publient avec ensuite l'Idiota demente du Cusin et le Liber de Sapiente de Charles de Bovel, les deux étant traduits en français par Gandillac et Pierre Quillet. L'Idiota demente, qui est édité par Joachim Reiter, tandis que le livre du sage l'est par Klebanski. Cette conception donc cassirerienne de la liberté humaine autocréatrice, tout à la fois pratique et mentale, procède de cette filiation philosophique qu'il fut l'un des premiers à explorer dans la diversité de ces expressions européennes, puisque Cassirer trace le chemin de Pico della Mirandola jusqu'à Bruno, en passant par de Pico et le Cusin, en passant par notamment Bovel et Montaigne. Et ce qui est intéressant à noter, ce que l'on sait par le Narlas, les Nargelas d'un manuscrit, un texte publié en 2014 sur Davos, c'est que la première des conférences de Cassirer à Davos contient une référence appuyée à la Renaissance. Cassirer avait ouvert sa première conférence en posant que le problème de l'anthropologie philosophique, s'il se pose dans la métaphysique de Max Scheler, dans la phénoménologie de Husserl et de Heidegger, dans l'idéalisme critique, ce problème ne doit pas être considéré comme spécifiquement moderne. Donc dans son grand geste, Cassirer repart de Platon. Il est pour lui dans l'essence de la philosophie que la méditation sur le cosmos laisse place au primat de la réflexion essentielle sur soi. Cela apparaît pour la première fois dans le mot de Socrate du Phèdre, pour qui ce ne sont pas les arbres, les montagnes, mais l'homme dans la cité, dans l'État, qui m'apprennent quelque chose sur l'homme. D'où l'interrogation essentielle du philosophe que rappelle Cassirer, qui porte de façon constitutive, selon le théâtre de Platon, sur la question de l'homme et sur la recherche de ce qui distingue cette nature de toutes les autres. Avec Augustin s'accomplit ensuite le tournant caractéristique du Moyen-Âge, de laisser comme être des choses au Dasein et surtout au Bewusstsein de l'homme, de laisser au nocé, au Welle, au Vivere. La Renaissance elle-même, ajoute Cassirer, se détermine à partir de cette position d'Augustin, comme on le voit dans le De Secreto Conflictu Curarum Suarum de Pétrarque. Durant son ascension au Mont Ventoux, Cassirer rappelle que Pétrarque se préoccupait moins du paysage que de la lecture du livre qu'il avait emporté, les Confessions. Et c'est une façon, me semble-t-il, de suggérer que la cura, le souci, la zorgue de l'homme de la Renaissance ne s'arrête pas à son Umwelt, mais s'approfondit dans la culture et le rapport, le fil qui reste noué entre les penseurs humains. C'est en quelque sorte, on peut le lire comme ça, une réponse discrète de l'auteur d'Individu et Cosmos aux thèses des traitants sur le souci. Cassirer évoque ensuite Pope et Kant avant d'aborder les positions présentes de Heidegger et de Scheler. Il y a une quatrième conférence de Cassirer qui oppose Scheler à Klages. À mon avis, c'est une clé. Malheureusement, par exemple, Aubinck ne l'a pas traduite, alors que c'est le télos du propos de Cassirer sur l'anthropologie philosophique. Montrer en quoi Scheler, tout de même, va autrement que le fond, certainement Heidegger et plus encore peut-être Klages. On voit donc la façon propre à Cassirer de restituer le fil directeur qui relie interrogation du présent et questions des époques antérieures. Les mutations, les tournants sont toujours évalués à partir de cette évolution générale de la pensée, à l'opposé de la rhétorique, de la rupture, du nouveau commencement, du nemo anteme qui caractérise Heidegger. Je reviens à Davos, quoique nous y étions, puisqu'il s'agit des conférences de Cassirer. Les deux thèmes directeurs des journées de Davos sont l'homme et la génération. Ostensiblement, Cassirer néglige ou même écarte du champ de ses réflexions ce concept de génération,
pour souligner les continuités dans la recherche et l'interrogation philosophique sur l'être humain. La confrontation Cassirer-Heidegger lors de l'Arbeitsgemeinschaft du mardi 26 mars est loin de se cantonner à une discussion de la philosophie kantienne. Très vite, ce sont leurs positions mêmes qui sont en jeu. Comme il est impossible dans ces quelques minutes de restituer la danse reportatio par Ritter et Bollnow, je propose de mettre l'accent dans le propos de Heidegger sur une phrase, sur une prise de position, peut-être la plus déterminante pour la philosophie, bien qu'elle soit aussi la moins explicitée de la discussion. Il y a d'ailleurs d'emblée quelque chose de déséquilibré ou même de piégé dans cette Arbeitsgemeinschaft du fait que les 3 premières conférences de Cassirer portant sur 3 points de la pensée de Heidegger dans Être et temps, c'est la signification de ce livre, plus que celle de la critique de la raison pure, qui se trouve assez vite mise au centre du propos. Et Heidegger peut ainsi s'offrir le luxe, j'aimais bien cette expression de tourner en rond, parce que de se poser à lui-même les questions auxquelles il accepte de répondre. Le dialogue tourne ainsi au monologue. Il exclut toujours davantage la philosophie même de Cassirer du centre du débat, entre guillemets, pour autant qu'il y ait eu véritablement débat, ce que conteste dans le colloque de 2002 avec raison John Michael Croy, c'est que Heinz Wissmann a également bien eu raison de remettre en cause. Alors Heidegger, effectivement, débat avec lui-même. Il se pose à lui-même ce qu'il nomme une question méthodologique. La possibilité de la métaphysique du Dasein ne repose-t-elle pas dans une vision du monde déterminée ? À quoi il répond en ces termes, phrase clé, « La philosophie n'a pas pour tâche de fournir une vision du monde déterminée, mais c'est bien plutôt la Weltanschauung, la vision du monde, qui est la condition du philosophé. » Cet énoncé apparaît fondamental pour comprendre la pensée de Heidegger. Il est pourtant souvent éludé par les commentateurs. Aubinck lui-même traduit Weltanschauung par conception du monde, ce qui donne un autre statut à l'expression. Ce terme est pourtant central dans la pensée heideggerienne des années 1920, 25-34 peut-on dire. Par exemple, dans les conférences de Kassel d'avril 25, rappelons leur titre, le travail de recherche de Willem Dilthey et le combat actuel pour une vision du monde historique. C'est quand même un titre lourd en 25. Et dans son cours de l'hiver 28-29, Introduction à la philosophie, la même année donc que la rencontre de Davos, Heidegger place au centre de son cours les 2 concepts de Weltanschauung et de Haltung. Point capital, souvent négligé par des commentateurs qui s'en tiennent au fait que par la suite, après 1934, Heidegger utilise le mot Weltanschauung généralement sur le mode critique et du rejet. Avant de dire quelques mots de ce cours, je voudrais, pour que nous saisissions mieux les connotations du terme Weltanschauung dans le contexte de Davos, de prêter attention à la relation de Ludwig Englert. Je rappelle que en 29 paraît à Davos un ouvrage de 89 pages, dont j'ai ici la photocopie prise à la BDIC. C'est un ouvrage pas très facile à trouver, que certainement tous les spécialistes connaissent, mais il n'est que partiellement cité. Sous le titre bilingue Die Zweite Davoser Hochschulskurs, les 2e cours universitaires de Davos 1929, on trouve préfacé par Gottfried Salomon pour la partie allemande et Camille Bouglet pour la partie française, 2 présentations synthétiques de ces rencontres, primées lors d'un concours où le premier prix et donc la publication de leur essai étaient attribués parmi les étudiants allemands à Ludwig Englert et parmi les Français à Jean Cavaillès. C'est à ce texte que je me référais tout à l'heure. Si Cavaillès s'est consacré à la philosophie et aux mathématiques, Englert, pour sa part, se destine à la médecine, mais il a étudié parmi ces matières la philosophie à l'université de Munich. On ne saurait trouver présentation plus contrastée. Le principal et peut-être unique point de convergence tient au fait que tous 2 admettent que l'Arbeitsgemeinschaft,
le workshop Cassirer-Heidegger était l'événement marquant de la session. Engler divise son propos en 3 rubriques: conférence, vie à Davos, entretien. 3e rubrique qui, prenant prétexte du fait que la génération est un thème central de ces journées, accorde ample développement à l'organisation de la vie estudiantine et surtout au rôle des corporations d'étudiants dans les universités allemandes. Juste avant d'évoquer les conférences de Cassirer et Heidegger, Englert résume celle du médecin et chirurgien Ferdinand Sauerbruch. Passage non reproduit par Schneeberger, qui publie des extraits en 1962 du propos d'Englert. Englert met l'accent sur le fait que, selon Sauerbruch, toute une dimension de l'art médical doit être auf eine Weltanschauung gegründet sein, fondée sur une vision du monde. Si Englert ne précise pas ce qui constitue la vision du monde à laquelle se réfère Sauerbruch, il n'est peut-être pas indifférent de rappeler ce que deviendra la trajectoire de ce médecin sous le Troisième Reich. Sauerbruch est le signataire, le 11 novembre 1933, de la profession de foi envers Adolf Hitler, conduite notamment par Heidegger et le médecin eugéniste et raciologue Eugen Fischer. Sauerbruch est ensuite nommé en 1934 conseiller d'État par Göring, en 1937 chef de la section médicale du Reichsforschungsrat, qui soutiendra les projets de recherche de la SS et particulièrement les expérimentations humaines dans les camps de concentration. Et en 1942, nommé médecin général de l'armée, Sauerbruch attribue en personne des moyens financiers pour la réalisation d'expérimentations humaines sur les détenus du camp de concentration du Struthof en Alsace. Au début de la 3e section sur les entretiens, Englert rapproche l'atmosphère des entretiens de Davos de celle décrite dans Zauberberg, un autre topos, la montagne magique de Thomas Mann. Il veut d'ailleurs parler d'abord non pas seulement des workshops officiels, mais des discussions sans fin entre étudiants, parfois aussi professeurs, qui se déroulaient, dit-il, dans la salle à manger de l'hôtel, le fumoir, le vestibule de la salle de conférence, le salon de thé, le bar aux lanternes rouges, le café Schneider ou la route qui conduit au Schatzalp, le train à crémaillère qui monte à la terrasse où se trouvait l'ancien sanatorium décrit par Thomas Mann. Et c'est ainsi que, juste avant d'aborder la confrontation Cassirer-Heidegger, Englert présente comme l'événement décrit longuement l'emprise exercée par le médecin Sauerbruch qui réunit autour de lui tout un petit cercle d'étudiants fascinés et il disserte sur la nécessité de fonder l'activité du médecin dans une vision du monde, à la suite de quoi Sauerbruch combat l'influence de la critique de la raison pure de Kant et il raconte comment son fils, ayant la grippe, étant alité, se met à lire la critique de la raison pure, est fasciné par le livre qu'il n'arrive pas à quitter. Et que fait son père médecin? Il jette le livre au feu pour, en quelque sorte, désenvoûter le fils et libérer son esprit. Donc, on peut, sans même se rapporter à son parcours ultérieur dans le Troisième Reich, s'interroger entre les lignes sur la teneur de cette Weltanschauung d'un médecin qui, pour mieux soigner son fils, livre la critique de la raison pure à une sorte d'autodafé improvisé. Et tout cela est dans la relation d'Englert, juste avant la discussion Heidegger-Cassirer. Ce terme de Weltanschauung, on sait qu'il apparaît pour la première fois au paragraphe 26 de la critique du jugement, qu'il est ensuite repris par Schelling, Dilthey, Jaspers, Scheller de manière très contrastée. Il appartient donc en partie au champ philosophique et en même temps, à la fin des années 1920, il est devenu l'un des termes clés du mouvement national-socialiste avec celui de Volksgemeinschaft, de sorte qu'il est porteur dans le champ intellectuel et politique allemand de connotations que tout auditeur, tout lecteur de l'époque est à même de saisir. Or, Heidegger sait fort bien jouer de ce que je pourrais appeler la porosité sémantique entre différents champs des termes qu'il utilise. Il est sans doute devenu inutile de souligner le fait que les commentateurs heideggeriens ont trop longtemps refusé d'admettre cette porosité. Mais ce terme de connotation, très connoté de vision du monde, que l'on trouve une seule fois dans un insight en dehors des références au livre de Jaspers, dans un contexte alors théologique et mis entre guillemets, on a vu qu'il figure en 25 dans les conférences de Kassel,
qu'il est repris par Heidegger en 28-29, au cœur du premier cours qu'il peut prononcer une fois qu'il a pris à Fribourg à la place de Husserl. Un cours dans lequel Heidegger peut se distancier de manière plus explicite que jamais à l'égard de son maître Husserl. Ce mot de Weltanschauung est développé dans les paragraphes 32 à 44 du cours de l'hiver 28-29. Je crois que ce sont ces textes qui seuls permettent de comprendre ce que Heidegger a pu dire de manière aussi elliptique à Davos sur ces questions clés. Et les étudiants et auditeurs de son cours qui étaient présents à Davos disposaient des éléments nécessaires pour comprendre à quoi il se référait lorsqu'il affirmait que la Weltanschauung authentiquement saisie était la condition de philosophie. Dans cette conception, la philosophie a perdu toute autonomie, ce qui permet à Heidegger un peu plus loin d'affirmer que le philosophe en tant qu'individu n'a pas d'importance. C'est un pas vers l'affirmation de la fin de la philosophie que l'on retrouve dès 1934 dans les Cahiers noirs. Alors, dans son cours, Heidegger distingue deux concepts de Weltanschauung. Il rejette ce qu'il nomme la Entartung, la dégénérescence de la vision du monde, comme par exemple lorsque le problème de la relation entre vision du monde et philosophie est traité sous une forme vulgaire et réduite à la question « la philosophie peut-elle, doit-elle ou non produire une vision du monde scientifique ?» Il promeut au contraire la vision du monde comme, je cite, « un mode déterminé de se tenir dans l'être au monde ». En bref, ce qu'il nomme un maintien, une Haltung. Qu'est-ce que cela signifie ? Que la Weltanschauung, telle que la conçoit Heidegger, ne fait qu'un avec cet existential de l'être au monde qui sera au cœur du dispositif des traitants. Ce qui fait que Heidegger utilise le terme en 25, il le reprend en 29, en 27, il n'a pas besoin de le mettre dans son livre qui est, je rappelle, écrit pour obtenir un poste d'ordinarius. C'est un terme trop connoté pour qu'il soit encore mis au cœur d'un texte philosophique. Ainsi conçue, la vision du monde n'a rien d'une perspective individuelle ou d'une représentation subjective. Le Dasein se tient toujours déjà dans une vision du monde qu'il est et non pas qu'il a. Jean Wahl, qui a écrit un ouvrage sur ce cours, résume cela dans le langage qui est le sien. Nous ne possédons pas cette vision à la façon d'en savoir, c'est une force fondamentale qui meut notre nature. Ce qui revient à dire que ce n'est pas notre conscience qui permet la formation d'une vision du monde ainsi ontologisée, c'est plutôt cette vision qui possède au contraire ceux-là seuls qui, de par leur être, sont en mesure de s'y tenir. D'où ce terme complémentaire de Haltung qu'on retrouvera dans la Geschichtsphilosophie de Rothacker en 1934. Sur la genèse du terme tel que le valorise Heidegger, je rappelle deux jalons clés, la naturphilosophie de Schelling, pour qui la vision du monde est entendue comme production aveugle et sans conscience de l'esprit, opposée à la création libre et consciente d'un monde idéal. On a presque les prémices de la coupure de Davos. Et aussi Goeres, dont Heidegger indique qu'il marque le tournant vers la vision du monde politique. Pour conclure, nous constatons une opposition de fond entre la philosophie telle qu'elle se constitue avec des penseurs comme Socrate, Descartes, qui cherchent à reconduire chaque être humain pris dans son individualité réductible vers le foyer de conscience, de pensée, de liberté qu'il constitue comme tel, et cette promotion heideggerienne d'une Weltanschauung entendue comme un se tenir dans l'existence, dans le monde, un maintien, dans lequel le Dasein est toujours déjà déterminé de façon non consciente. On comprend qu'il rejette comme intraduisible le Selbstbewusstsein de Cassirer. Ces déterminations, les Cahiers noirs confirment qu'elle est inaccessible au judaïsme en tant qu'il est sans monde, de par ce que Heidegger nomme sa Weltlosigkeit. Il y a donc lieu de se demander si ce que Heidegger nomme en 29 le philosophé, dont il dit dans son cours qu'il est, je cite, possible seulement sur le fondement de la vision du monde entendu comme maintien, mérite encore ce nom.
Je mentionnerai de façon lapidaire 2 thèmes que je développerai dans la version écrite de l'intervention. Premièrement, il faudrait aussi suivre comment la fondation d'une métaphysique du Dasein, télos affirmé à Davos, et dans la 4e partie du livre de Kant et le problème de la métaphysique, où Heidegger conclut en opposant de manière ésotérique les fous de l'organisation aux amis de l'essentiel, curieux final, comment cette métaphysique se précise dans la correspondance avec Elfriede comme métaphysique du Dasein allemand, avant de laisser place en 1934 dans les Cahiers noirs à ce qu'il nommera la métapolitique du peuple historique. La métaphysique doit laisser place à la métapolitique. Dernier point méthodologique, les 2 campagnes antisémites de Bruno Bauch en 1916 contre Hermann Cohen, puis d'Ottmar Spahn en 1929 en présence de Hitler, tout à la fois explicitement nommément contre Cohen et contre Cassirer, sont connus, documentés, notamment justement par Kreuss dans le collectif de 2002 déjà mentionné. Mais je soulignerai le point suivant, c'est que de manière remarquable, ce sont ces 2 années 26 et 29 que Heidegger, dans sa correspondance, va s'en prendre à ce qu'il nomme la Verjudung de l'université allemande. La corrélation est vraiment patente. Et donc, le livre de 2002, publié par Enno Rudolph et Dominique Caegui, et je le pense aussi notre journée, montre la nécessité d'une contextualisation historico-politique pour comprendre les enjeux effectifs de la rencontre de Davos. Assez différemment de ce que Peter Ellis Gordon, dans un article de 2004, puis dans Continental Divide, paru en 2010, soutient une sorte de ligne méthodologique opposée, selon laquelle il faut mettre de côté la dimension historico-politique pour isoler un supposé noyau philosophique, en réalité appréhendé par lui de manière assez heideggerienne. Et depuis lors, depuis 2010, d'un côté l'apparition du Narlas Cassirer, de l'autre celle des Cahiers noirs, où par exemple on peut rappeler que Heidegger affirme en 1938 que s'approprier la culture est, dit-il, une attitude fondamentalement juive. Gesamtausgabe 95, page 386. Eh bien, ces parutions confirment qu'une lecture historiquement et politiquement contextualisée permet seule d'intégrer de façon cohérente ce que nous apportent, ce que nous apprennent ces nouveaux corpus de textes. Donc nous avançons dans la lecture de cette année clé. Merci.